Donc je ne vais pas raconter de nouveau toute l'histoire qu'on a eu juste avant. On a un problème à cette époque-là, donc Bruxelles est la 5e puissance économique mondiale. Et on commence à avoir un problème au niveau du port de Bruxelles qui est effectivement, il y a beaucoup de trafic et on manque également d'hangars pour entreposer les marchandises. Et donc on s'intéresse à une nouvelle zone où on pense développer un nouveau canal, c'est cette zone-ci où on a le canal de Charleroi et de Willebroek qui se rejoignent. On a également la gare de la Verte qui est tout près et les nouveaux boulevards aménagés par Léopold II. Donc la ville s'intéresse à un terrain marécageux qui se trouve sur la rive gauche du canal, qu'elle rachète avec la Société du Port. Et on commence donc début du XXe siècle à construire les premiers bâtiments, qui seront d'abord ce bâtiment-ci, dans lequel on se trouve, qui est l'entrepôt royal, qui est un bâtiment où on entrepose les marchandises. Vous pouvez voir, si vous regardez aux fenêtres là, il y a encore les voies du train, on voit donc les rails de train, parce que les trains rentraient ici dedans. Donc toutes ces portes, en fait, c'était des zones où on entrepose, où les sociétés louaient pour entreposer leurs marchandises. On crée en même temps un bâtiment qui se trouve juste en face, vous le voyez ici sur le plan, ce bâtiment ici, qui est l'hôtel des douanes. Donc c'est là qu'on avait payé ses droits douaniers pour les sociétés, et également l'hôtel de la Poste. Ça, c'est les premiers bâtiments. Par après, le chemin de fer décide de construire une gare également sur le site. Ils prennent toute cette zone-ci et construisent ce qu'on appelle aujourd'hui la gare maritime, qui sera à cette époque-là la plus grande gare de marchandises en Europe. Donc le site commence à se développer. Vers 1910, il commence vraiment à être à son apogée. On construit les derniers bâtiments à l'arrière, qui sont le Schitz, c'est ce bâtiment qui se trouve là, où on a également on entrepose la marchandise également, l'hôtel de la Poste également. Et donc à ce moment-là, il faut savoir que vers 1922, après la guerre, le port bouge tout à fait dans cette zone-ci. On a rebouché les anciens quais dans le centre-ville après le routement de la Seine. Et à la grande époque donc, du site, il faut savoir qu'il y a à peu près 3000 personnes qui travaillent sur le site. Et on a à peu près 1400 wagons de train par jour qui rentrent dans la gare maritime. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme à l'époque. Donc c'est un site qui va durer pendant pas mal d'années. Il va faire un développement de tous les quartiers autour, donc que ce soit Molenbeek, Jet ou Laken. Vous allez voir si vous prenez dans les quartiers qu'il y a plein d'industries qui se sont mis autour du site. Et puis finalement, dans la deuxième moitié du XXe siècle, on a la création de l'Europe, on a la fin des frontières, d'où la fin des douanes effectivement, et ce site va commencer à perdre son intérêt. Ce site va fermer en 1987, et le dernier occupant c'est la Poste qui quitte en 87. Et à ce moment-là, le site est à l'abandon. Il restera à l'abandon pendant à peu près 20 ans. Et c'est une société qui s'appelle Extensa qui, en 2000, va s'intéresser au site pour développer le site comme un nouveau quartier. Donc, elle va racheter le site. Elle a un projet de développement qui est de construire à la fois des habitations, des bureaux, également du commerce et également des zones vertes, des zones communes. Elle veut créer un nouveau quartier, parce que ce qui s'est passé avec les années, c'est que ce quartier de Bruxelles coupe en fait un peu la ville en morceaux. C'est-à-dire qu'on a le centre-ville d'un côté, et qu'on a Molenbeek et Laken qui sont de l'autre côté, et entre, c'est un peu des quartiers morts. Et donc on veut réunir de nouveau les quartiers entre eux, donc on veut créer une nouvelle ville. Alors le premier bâtiment qu'ils remettent à neuf, c'est celui-ci où on est dedans. Donc ça date à peu près de 2000, donc ce sont les entrepôts royaux. Comme vous le voyez, on aménage des commerces au rez-de-chaussée. Aux étages, il y a les bureaux. Je sais par exemple qu'il y a les bureaux de la société Disney aux étages. Et en sous-sol, il y a des salles où on organise des expositions de temps en temps également. Après ça, on va aménager à l'arrière ce bâtiment-ci qui est le Schitz, où on organise des foires. On a la foire du livre, on a le Brafa, qui aurait dû aller avoir lieu ce week-end mais qui est annulé. On a enfin, plein de salons, des événements de société. Après, on a deux sociétés qui s'installent sur le site et qui achètent des terrains également. On a Bruxelles Environnement qui s'installe dans le bâtiment qu'on appelle le Grillpain. Et juste à côté, on a un bâtiment que moi j'aime personnellement énormément, c'est le bâtiment Terlings, qui est le bâtiment de la communauté flamande. Avant, ils étaient installés au boulevard d'Anvers. Et ils sont ici depuis quelques années maintenant. C'est un bâtiment qui a eu plein de prix d'architecture. Enfin, moi, je trouve ça un très chouette bâtiment. Donc ça, c'est du privé qui ont racheté une partie du terrain.
Ah oui, ce que je voulais encore vous faire part également, c'est la taille du complexe. C'est un complexe qui fait quand même 37 hectares, donc c'est pas rien. C'est le plus grand, c'est une des plus grandes zones privées dans une ville, parce que tout appartient au privé. Alors maintenant, ils viennent de réaménager la gare maritime, ça je vais vous la faire visiter. Également l'hôtel de la Poste qui est maintenant un lieu de conférence. Ils ont un projet pour l'hôtel des douanes, c'est un projet hôtelier, mais apparemment avec le Covid, ils sont en train de revoir s'ils ne vont pas faire autre chose. Pour l'instant, il y a un musée dedans qui est le musée Pixel, qui est un musée des jeux vidéo. C'est un projet provisoire, un musée Pixel. Alors, on a une zone d'habitation qui est en développement, en construction. Vous allez voir, il y a plein de grues quand on sort. C'est cette zone-ci, c'est la zone Parkline. Donc, ils vont construire à peu près 2000 habitations. Ils comptent une moyenne d'une personne et demie par appartement, puisqu'il y a beaucoup de célibataires dans les villes. Donc, ça fait quand même un quartier de 3000 personnes à peu près. C'est pas rien. Ces gens vont devoir consommer, ils vont devoir acheter. Donc, on va développer pas mal de commerces dans le site, etc. C'est également, j'ai des infos au niveau du prix. Il faut compter que c'est à peu près 3000 € le mètre carré, les appartements. C'est pas encore excessif. Non, ça va encore. Et donc, il y a également là-dedans 15% d'appartements qu'on appelle des appartements commissionnés. Donc, c'est un accord avec l'État pour ne pas dépasser certains prix, pour laisser une possibilité à des gens avec des moyens moins élevés de pouvoir également acheter ou louer pour avoir une diversité de population. Il ne faut pas que ça devienne que la bourgeoisie, enfin que les gens aisés qui habitent dans ce genre d'appartement. Et puis on a la dernière partie, c'est le parc. Le parc fait 9 hectares. Pour le moment, il va jusqu'au petit point M là-bas, qui est la station de métro Pannenhuis. Et d'ici l'été, il va aller jusqu'à la place Émile Boxtal à Laken. Donc c'est une super promenade, c'est son ancienne voie de chemin de fer. Au niveau du terrain, pour le moment, vous allez voir, c'est encore un peu juste des pelouses, parce qu'il faut traiter le sol. Le sol a été abîmé parce qu'il y a eu des chemins de fer pendant très longtemps. Et donc il y a beaucoup de trèfles et des choses comme ça pour renourrir le sol de nouveau. Alors il y a une particularité au niveau du rable dans le parc, c'est un jardin potager, on va dire qu'on a installé. C'est ce qu'on appelle le projet Park Farm. C'est un projet qui date de 2014. Au départ, il y a eu un festival qui s'appelait Park Design. On voulait faire participer la population pour créer des projets dans les jardins, des projets durables et participatifs. Et donc, il y a eu ce projet-là qui a eu un énorme succès et qui est resté. Ils ont créé une ASBL, le projet est toujours là. Tous les étés, c'est ouvert. Donc, il y a un potager, il y a également un four à pain. Donc, les habitants peuvent venir faire du pain sur place. Et il y a une serre où on fait à manger, on sert à boire, des salades bio, etc. Donc, c'est très sympa à aller en été. Si vous promenez, vous allez voir, il y a aussi un obélisque. Oui, c'est ça. C'est en fait la Convention des droits de l'homme qui est dessus. Il a été installé pour l'anniversaire de la Convention des droits de l'homme il y a 3 ans à peu près, je pense. Donc voilà, ça c'est un peu sur le projet en lui-même. Maintenant, on va se rendre, pour être plus précis, dans la gare maritime, où je vais vous parler vraiment de la gare maritime en elle-même. Mais on va passer par l'extérieur, parce que je vais quand même vous montrer le bâtiment à l'extérieur. La douane, c'est le bâtiment qui est juste ici, le bâtiment long. Oui, d'accord. Et puis à côté, le petit bâtiment, c'est l'hôtel de la Poste. D'accord. Et puis on a la gare maritime ici. On a le Chypre, donc ça c'est des entrepôts. Et puis on a ici ce qu'on appelle l'entrepôt royal où on est dedans. Mais en sortant, on va passer devant, donc je vais vous les remontrer en sortant. Très bien. Alors, c'est un toit en chède. Il s'appelle le bâtiment, il l'appelle comme ça en fait sur les plans. Non, c'est oui, mais c'est chède. C'est un mot anglais qui veut dire effectivement un toit en dents de scie. Hein? C'est le terme en anglais. Et ce bâtiment, c'était des magasins. Alors, différence entre un entrepôt et un magasin, c'est qu'un entrepôt, on stocke pendant un certain temps. Un magasin, la marchandise, elle tourne. Okay, et vous allez voir, si vous regardez attentivement, l'épaisseur des murs ici, intérieur ou extérieur, sont épais. Et là-bas, c'est beaucoup plus fin. Parce qu'ici, c'était stocké. Et donc, il ne fallait pas que là, il y a des variations de température et d'humidité dans les cellules. Dans les loges. Donc, c'était chaque fois, chaque loge était séparée les unes des autres pour stocker les marchandises. Okay? Et donc, il fallait que la température et l'humidité, avec les portes fermées, restent identiques. Par contre, là, ça restait 2-3 jours. On n'avait pas besoin de murs. Il y avait un truc que j'ai oublié de dire, en fait, aussi. Oui, enfin bon, je suis hors sujet. C'est parce que... C'est que c'est un site aussi à l'époque, c'est ce qu'on appelait un site multimodal. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la douane, il y a à la fois l'embarquement, le débarquement des marchandises, le stockage, mais également tous les modes de transport sont là, puisqu'on a à la fois le chemin de fer,
on a les voies d'eau et on a la route. Et donc tout arrivait dans ce site-ci en fait. Donc c'était assez unique comme site à l'époque. On va plus loin. Ce qu'on voit ici, les diverses halles, c'est ce qu'on appelle donc la gare maritime. Alors c'est un bâtiment qu'on doit à l'architecte Frédéric Brunet. Donc c'est quand même un style, on va dire art nouveau, quand même, le bâtiment de largeur il fait 140 mètres et de longueur il fait 240 mètres. En tout c'est 4 hectares. Et donc dans leur projet de rénovation du bâtiment, ils ont décidé de faire une rénovation en 2 temps. Donc la première partie de la rénovation, c'était remettre en état la partie historique. Donc il faut savoir par exemple ici avec la petite fenêtre, avec le carreau, il manquait des parties, donc c'était remettre ça en état. Et pour ça, on a fait appel à un architecte qui s'appelle Yann de Moffat. Je vais vous montrer à l'intérieur un peu les interventions qu'il a fait, on sera mieux à l'intérieur. Déjà, au niveau recyclage, on emploie les matières d'origine, donc on ne met pas du neuf. Après, tout ce qui est colonnes, poutres, c'est également toutes les ferronneries d'origine. On les a traitées, inifugées, vraiment remis à neuf. Alors, une des autres particularités, c'est le dallage au mur. Donc, on a employé tous les pavés d'origine. Ils ont été enlevés, ils ont été envoyés à une société qui les broie et qui les polie également pour en faire des dalles plates et remis sur place. Ça c'est pour ce qui est de la centrale. Pour les halles de côté, les pavés qu'on a enlevés, on l'a réemployé pour fermer les murs. Donc on a recyclé, on a employé de la pierre bleue, des anciens pavés, pour fermer les endroits où il y avait des ouvertures et des murs qui étaient cassés en fait pour réparer. Donc on n'a rien perdu des matières d'origine. Alors une autre particularité, donc il a quand même fallu faire attention à tout ce qui est système d'incendie, ventilation. Donc on a fait installer des fenêtres mécaniques de tous les côtés. Donc ça c'est la partie qui a été faite par Yann de Moffat. Donc c'est la partie mise en valeur de l'ancien patrimoine. Et également refermer donc, tous les côtés de la gare maritime. C'était ouvert de tous les côtés. Donc ça c'est ce que lui s'est occupé. Après on a un deuxième bureau d'architecte qui intervient. C'est un bureau d'architecte hollandais. C'est Neuteling. On leur doit également le bâtiment de la communauté flamande à l'entrée, donc le bâtiment jaune. Et si je ne me trompe pas, c'est eux qui ont fait le bâtiment en vert, ceci, le MAS. Le port. C'est le même bureau d'architecte. Et donc eux se sont occupés de construire ce qu'on appelle la ville dans la ville. Donc vous voyez, quand vous regardez ce côté-là, donc vous avez là donc des bâtiments en bois. Alors il faut savoir qu'on a construit sur ce site, donc en fait on a 7 halles, donc 3 principales grandes. Pour les halles extérieures, on a construit des bureaux. On a construit 45 000 m² de bureaux qui ont été divisés en 12 cellules en bois, chacune séparée. Donc, le bois qu'on a employé, c'est du bois CLT. Le bois CLT, c'est un bois en couches. Donc, ce sont des couches de bois collées ensemble. Le fait qu'on ait construit ça en bois, au niveau écologique, c'est très important. On n'a pas employé de ciment. Donc, on a évité l'émission de CO2. Les finitions, tout ce qui est châssis, tout ce qui est les balustrades, sont faites en chêne. Également, le chêne, au niveau émissions de CO2, c'est très important, ça évite une émission future de plus de 3000 litres de CO2. Je ne sais pas ce qu'on dit. Enfin, une émission de CO2 future, je ne sais plus si on dit litres ou pas. Ouais, alors, ce que je voulais encore vous dire sur ces bâtiments, ce qui est construit très intelligemment, comme on a vu dans l'autre partie, c'est que ce n'est pas rattaché au bâtiment historique. Donc c'est-à-dire que si dans 10 ans, ce projet est un échec complet, on démonte tout ce qui est en bois et tout le reste est intact. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment intelligent. Les finitions, vous allez les voir si vous êtes sur le côté. On a mis des châssis en métal qui vont jusqu'au plafond pour unir avec le bois, mais tout ça s'enlève vraiment facilement. C'est monté sur place.
Alors après, il y a cette rame-là, centrale. Donc la rame-là que vous avez ici, elle va rester vide. Donc le but, c'est de créer vraiment comme une rue principale. Pour le moment, vous voyez, tout ça, c'est très très vide. Ça a ouvert au mois de juin, donc en plein confinement. Donc on a un petit peu des problèmes pour trouver des locataires pour les commerces et les chaussées. Les étages au bureau, il y a pas mal de sociétés qui sont dedans. Je viens juste de lire qu'il y a Bruxelles Formation qui va s'installer ici. Ils ont acheté 2 bâtiments pour installer des bureaux. Il y a Siemens qui a acheté aussi. Oui. Il y a Warner qui est dedans aussi. Il y a aussi des surfaces de coworking. Tout ça, pour le moment, évidemment, on ne peut pas faire. Au niveau du rez-de-chaussée, le projet qu'ils ont, c'est effectivement mettre du commerce. Alors, il faut savoir que tout au bout du bâtiment, on arrive dans la zone parc. On est en train d'aménager un étang pour l'instant de ce côté-là. Donc, on ne s'est pas passé à cet endroit-là. Et ils vont faire, toute la partie du bout, ils vont faire un fruit market dans le style de ce qu'on a fait au Wolf. Chouette. Ce sera avec plusieurs échoppes où on vendra de l'alimentation et on pourra s'asseoir aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Au niveau des commerces, ce qui vise essentiellement, c'est pas d'avoir un 50e H&M ou un Zara ou un Maison du Monde. Ils veulent vraiment plutôt des commerces où on peut voir la fabrication. C'est-à-dire par exemple un bijoutier mais qui a son atelier, un boulanger qui fabrique son pain devant les gens. Quelque chose où le visiteur a une expérience en même temps. Et donc, ils vont lancer un peu tout ça à partir de septembre. Ils attendent l'été pour lancer tout ce qui est commerce. Et puis, l'allée centrale, ils vont créer des événements. On va créer des matchs de sport, des expositions d'art, pour faire vivre tout ce quartier, effectivement. Alors, l'autre point fort de tout ce site, mais pour ça, on va aller un petit peu plus par là-bas, c'est tout ce qui est énergie. Ici, donc, on a une coupe du bâtiment avec les différentes interventions énergétique sur le bâtiment. Donc ce que vous allez remarquer, c'est d'abord le toit du bâtiment. Sur le toit, on a installé 10 000 panneaux photovoltaïques. Donc il y a une surface à peu près des 17 000 m² de panneaux photovoltaïques. Ça produit une production qui équivaut à la consommation annuelle de 850 ménages. Donc c'est quand même une belle production. Alors quelque chose de très particulier, c'est les fenêtres. Je ne sais pas si vous voyez les petits carreaux dans les fenêtres. En fait, c'est du photovoltaïque aussi. Ce sont des capteurs photovoltaïques qui captent donc également la lumière. Il ne faut pas pour ça que ce soit vraiment en lumière, ça c'est suffisant. Ça permet de produire également donc, de l'électricité. Alors, après ça, ce qu'on a également fait dans ce bâtiment, on a employé l'énergie du sol, ce qu'on appelle la géothermie. Donc on a construit sous le bâtiment 10 puits de 140 mètres de profondeur. Ces puits captent en fait la chaleur de la terre et grâce à ça, ils peuvent chauffer et refroidir les bâtiments à l'intérieur. Alors, je ne sais de rien oublier. Ah oui, les fenêtres également qu'il faut sur le côté. C'est des fenêtres qui peuvent être manuellement foncées à ce moment-là. Économiser donc, la chaleur à l'intérieur également. Et on a également fait un système de récupération des eaux de pluie. Donc il y a 2 énormes citernes souterraines qui récupèrent l'eau de pluie. L'eau de pluie est employée pour arroser les plantes évidemment. Il faut savoir qu'il y a 3000 m² de jardin. Il y a 100 variétés d'arbres différentes, donc ça nous permet d'arroser toutes les plantes. Ça permet également de nettoyer tout ce qui est toilettes, des différentes toilettes dans le bâtiment. Et ça permet également de produire un système d'aération qui est l'aération adiabatique. Donc c'est un système avec de la vapeur en fait, c'est de la vapeur qui refroidit l'intérieur des bâtiments. Et la vapeur, on la produit avec de l'eau qui vient des citernes. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je réfléchis, ben non, en fait, j'ai parlé de tout. Oui, donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la partie en bois, c'est actuellement la plus grande construction en bois d'Europe. Ouais, en Europe. Et donc, ils ont reçu déjà plein de prix d'architecture, parce que c'est vraiment quelque chose d'unique.
Ils avaient des projets des phares qui étaient carrément complètement modifiés, aller en faire un truc moderne avec des interventions d'architectes. J'ai entendu un interview ce matin du responsable à la télé et qui disait qu'il avait même fait venir à l'époque Calatrava sur le site pour essayer de faire une construction et que Calatrava il l'a visité, il a dit votre cathédrale vous l'avez ici, il y a besoin de rien, il n'y a pas besoin que je vienne intervenir, vous avez un bâtiment qui est unique et vous avez tout pour faire quelque chose d'unique. Et donc voilà, donc maintenant il faut que ça se mette à vivre. Avec les habitations qui vont venir autour, le tram, les nouveaux ponts, je pense qu'avec le temps, on espère que le Covid sera assez vite derrière nous, qu'on puisse commencer à bien ici. Mais c'est un très chouette endroit en été, je viens souvent au parc. En été, il y avait des bars qui étaient ouverts ici, on pouvait boire un cocktail, mais là maintenant... Ça, c'était avant le deuxième confinement, avant le troisième et le cinquième. Voilà, bon, ça c'est la présentation du site. Si vous avez des questions encore... Super intéressant. C'est très intéressant. Avant, il n'y avait pas cette toiture en verre, mais c'était tout de même une petite toiture, mais plus haute que la toiture en bois, si je me fais comprendre. Et la raison, c'est que les trains étaient à vapeur au départ. Et donc, toute la vapeur et la suie pouvaient sortir par là. On a des photos à l'époque, mais... D'accord, je ne sais pas si vous comprenez. Donc, cette partie-là, c'était pas... c'était couvert, mais avec un espace entre la toiture du centre et la toiture. C'est pas propre à ici, hein, voilà, mais c'était comme ça. Alors, encore une dernière chose, attention, parce que vous avez tendance tous à dire, dès que vous voyez du fer et du verre, c'est Art Nouveau. Non. Les bâtiments anciens, entrepôts, gares, etc., étaient des bâtiments qui, à partir du 19e, vont utiliser le fer et le verre. Ouais. Mais ce n'est pas systématiquement de l'Art Nouveau. Alors ici, ce qu'il y a de Art Nouveau, c'est les pattes arachnides là, que vous voyez sur le côté. Vous voyez ça, les trucs là, les décorations. Ouais. Donc cette touche-là est Art Nouveau. Mais pas, ne dites pas parce que vous avez des poutrelles et que c'est de l'Art Nouveau. Non, absolument pas. Donc tout ça, si je regarde juste ça, il n'y a pas d'Art Nouveau là, d'accord? C'est simplement ça, c'est plus embelli en fait. Voilà, ces éléments-là sont effectivement là d'inspiration Art Nouveau, ça c'est très net. Mais c'est pas parce que vous avez quelque chose en fer et en verre que c'est de l'Art Nouveau. Non, non, attention, hein, parce que l'Art Nouveau vient après en se disant mais on a ce métal qu'on peut utiliser et plutôt que de l'utiliser brut, juste comme ça, on va effectivement l'utiliser aussi de manière décorative. Hein, et donc on va jouer avec ça parce qu'on a les techniques, etc. Mais donc attention, c'est juste pour attirer votre attention parce que vous faites souvent l'erreur de mettre ça en avant. Mais c'est vrai, c'est très beau. Mais dans ce cas-ci, il y a ces éléments qu'on voit là, tu vois, qui sont Art Nouveau, effectivement. Voilà. Je vois. Et alors ici, on voit très bien, là, tu vois, quand vous avez vraiment tous les bateaux qui s'arrêtaient devant, c'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Nicole. Et puis on a des trucs comme Quai des Brumes, rue Chantal Ackermann, rue d'un Montmeilleur, qu'est-ce qu'il y a encore, Drève des Rêves. Donc c'est, voilà. Tous les passages, les petites places ont des noms très rigolos, donc ça c'est assez sympa.